Chers collègues, aujourd'hui nous vous présentons le cas d'une patiente arrivée à notre observation à 16 semaines, chez qui un examen prénatal non invasif a révélé une délétion du bras court du chromosome 18, pour laquelle une investigation invasive de confirmation a été réalisée. La délétion du bras court du chromosome 18 est également appelée monosomie 18P ou syndrome de De Gaucher de type 1. La pathologie, dans la plupart des cas, présente un degré de gravité variable avec diverses caractéristiques cliniques qui se manifestent par un retard mental de degré variable allant de léger à modéré, une petite taille, des malformations faciales telles qu'un visage rond, un pli palpébral, des anomalies de la mâchoire, des altérations des oreilles, et un déficit immunologique tel qu'un déficit en immunoglobuline de type A. Cependant, cette pathologie se caractérise dans 10 à 15% des cas par une forme beaucoup plus grave, qui est le cas d'un sujet que nous vous montrerons justement dans les images, où l'on observe de graves malformations faciales et cérébrales relevant du spectre de l'holoprosencéphalie. Et dans ce cas, la pathologie est incompatible avec la vie. Dans la forme moins grave, la pathologie a une incidence d'un cas sur 50 000 naissances vivantes. Dans les 2 tiers des cas, la délétion du chromosome 18 est une délétion de novo. En revanche, dans les autres cas, celle-ci peut être due à une translocation de novo avec perte d'une partie du bras court du chromosome 18, causée par une mauvaise ségrégation d'une translocation parentale ou une inversion du chromosome 18. Et donc, dans ces cas-là, étant donné la possibilité d'une transmission lors d'une future grossesse, il est nécessaire d'analyser également le karyotype des parents afin d'évaluer un éventuel risque de récurrence lors des grossesses suivantes. Dans ce cas, nous voyons que le fœtus est atteint d'holoprosencéphalie, une malformation cérébrale due à une absence ou une séparation incomplète des hémisphères cérébraux. Ceci est le cas d'une forme allobare, dans laquelle il y a pratiquement une absence grave de séparation des hémisphères, avec la présence d'une cavité monoventriculaire due au développement anormal des ventricules latéraux et du troisième ventricule qui conflue en une seule cavité. Dans ce cas, des altérations associées du massif facial peuvent être présentes. Ici, nous avons un hypotaylorisme, mais parfois on peut aussi observer une cyclopie, une proboscis ou encore une anophtalmie ou une microphthalmie. Dans ce cas, en revanche, les 2 cristallins sont bien présents. Et nous voyons qu'au niveau de la fosse crânienne postérieure, celle-ci apparaît normale, avec une forme et une taille régulière du cervelet, une citerne magna normale et un pli nucal régulier. Nous voyons également que, dans la forme allobère, il y a une fusion des thalamus. Nous voyons sur ces images que les 2 cristallins sont bien présents. Nous pouvons donc exclure les formes les plus graves caractérisées par des anomalies faciales, comme nous l'avons dit, par la nostalmie et la microphthalmie. Nous voyons également, nous continuons à voir sur ces images la fusion des thalamus sur la ligne médiane et il n'y a pas de scissure interhémisphérique nette. Il y a justement ce monoventricule avec une fusion complète des cornes frontales et c'est justement la forme la plus grave et la plus sévère de l'holoprosencéphalie. Naturellement, dans ces cas cliniques, le pronostic médical est très mauvais et extrêmement sombre car ce type de malformation cérébrale congénitale est incompatible avec la vie humaine. Les images défilent encore où nous vous montrons justement la présence du monoventricule et la présence de la fusion des thalamus sur la ligne médiane. Un signe caractéristique en utilisant le Doppler couleur est ce que l'on appelle en anglais snake under the skull, c'est-à-dire un serpent qui rampe sous le crâne car la scissure interhémisphérique est peu profonde et, en raison de la fusion des lobes frontaux, les branches de l'artère cérébrale antérieure sont déplacées superficiellement le long de la portion antérieure de l'encéphale, déterminant ainsi cet aspect typique au Doppler.
Au niveau du visage, nous remarquons également une anomalie au niveau de la lèvre supérieure. En particulier, il s'agit d'une fente médiane de la lèvre. Habituellement, la gravité de la malformation cérébrale est corrélée à la gravité des dysmorphismes faciaux. Donc, au niveau du visage, dans ce cas, nous avons, en plus de l'hypotaylorisme que nous avons déjà vu dans les images précédentes, une fente médiane de la lèvre d'environ 3 mm, comme nous pouvons le voir sur ces images. De plus, nous voyons que l'os nasal apparaît hypoplasique. Le reste de l'anatomie fœtale apparaissait normal. Nous voyons ici sur ces images une coupe à 4 cavités normales, un septum primum et un septum secundum normaux. L'abouchement des veines pulmonaires dans l'oreillette gauche est normal, la section gauche de l'aorte est normale, la section droite et la coupe des 3 vaisseaux avec la trachée sont normales. Donc l'anatomie cardiaque apparaît absolument normale, ainsi que l'artère sous-clavière droite. De plus, dans la monosomie 18P, comme nous l'avons dit au début, il peut y avoir une association avec un retard de croissance ou une petite taille, ce que nous n'avons pas retrouvé dans ce cas. En effet, la biométrie fœtale est normale pour l'âge gestationnel. Ici, nous voyons justement que l'abdomen est normal pour l'époque. Et de plus, il n'y a pas de petite taille, puisque le fémur est également normal. De plus, le fœtus ne présentait ni hypokinésie, ni rigidité articulaire. Au niveau des 4 membres, donc ici nous voyons les membres inférieurs qui apparaissent droits et réguliers, et nous constatons une motilité normale des membres inférieurs, ainsi qu'au niveau des membres supérieurs, où l'on observe également une motilité normale et en plus la main ouverte, signe qu'il n'y a absolument aucune hypokinésie, ce qui pourrait être caractéristique dans ces circonstances. Donc cela ne change pas le pronostic du fœtus qui, comme nous l'avons déjà dit, est incompatible avec la vie. En évaluant ensuite le liquide amniotique, nous voyons qu'en effectuant l'examen des 4 cadrans, la quantité de liquide amniotique est à la limite inférieure. De plus, il y a un aspect corporel. On peut également observer un aspect corpusculaire du liquide lui-même, et c'est précisément pour cette raison que nous avons étudié naturellement l'anatomie rénale, qui apparaît normale. Cela nous indique donc que la réduction du liquide amniotique n'est pas due à une pathologie rénale. De plus, la vessie semblait également normale, avec un cordon ombilical régulier comportant 2 artères, ce qui exclut donc un problème rénal sous-jacent à la réduction du liquide amniotique. En conclusion, le tableau clinique décrit et montré justement dans les images est un tableau clinique incompatible avec la vie. Il est nécessaire de préciser cela dans le rapport, car déjà avec la seule constatation de la microdélétion sur l'ADN fœtal et avec le tableau échographique, la patiente peut accéder à l'interruption volontaire de grossesse. En alternative, s'il n'y avait pas eu d'anomalie échographique claire et évidente, la découverte d'une délétion du bras court du chromosome 18 au NIPT doit nous orienter vers la réalisation d'une amniosynthèse. Cela parce que dans certains cas, il est possible qu'il existe des mosaïcismes placentaires qui modifient le résultat du NIPT. De plus, il était nécessaire d'aller effectuer une consultation génétique afin d'exclure le risque de récurrence dans la famille. En particulier, il faut rappeler que le risque de récurrence de cette délétion est faible pour les délétions et les translocations de novo, mais il est augmenté s'il existe un réarrangement parental. Il faut donc toujours soumettre également le couple à un examen génétique afin d'exclure d'éventuels réarrangements parentaux. Merci à tous pour votre attention.